Une multinationale de la terreur. Comment lutter contre une structure qui ne dépend plus de financement extérieur? Les bombardements en Syrie sont-ils la solution? Et quelles sont les causes de la haine des djihadistes envers l'Occident? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Bonsoir. Agnès Levallois, vous êtes journaliste et politologue. Vous avez longtemps vécu et travaillé au Proche-Orient. Et Michael Lüders, un des meilleurs experts du Proche-Orient en Allemagne, auteur de nombreux livres sur le sujet. Agnès Levallois. Agnès Levallois, la réponse aux attentats de Paris paraît claire. Il faut mener la guerre contre Daesh et multiplier les frappes aériennes en Syrie. Mais n'allons-nous pas tomber dans un piège que nous tendent les islamistes, l'escalade de la violence? Oui, il est clair que l'objectif de cette organisation État islamique, Daesh, est de nous attirer sur le terrain au Proche-Orient pour que nous déployions des forces, en sachant très bien que si nous n'utilisons que des moyens aériens, nous n'arriverons à rien, et qu'en même temps, nous, Occidentaux, nous n'avons aucune envie d'aller au sol, d'envoyer des troupes au sol, parce que c'est un terrain que nous ne connaissons pas, et ça serait pire que tout. Il suffit de se rappeler ce qu'a été l'invasion américaine en Irak, qui a conduit au chaos actuel et qui a permis justement l'émergence de cette organisation. Donc le fait d'aller faire la guerre et déjà simplement le fait d'utiliser ce terme de guerre me semble problématique, puisque si on parle de guerre, ça veut dire qu'en face, on a une armée contre laquelle on va combattre. Or, cette organisation n'est pas un État, elle n'a pas une armée à en parler, et donc le fait d'utiliser ce terme, déjà, pour moi, indique une espèce d'ambiguïté dans la façon de s'exprimer et reconnaît un statut d'État à une organisation, je le répète, qui n'est pas un État, même si elle veut montrer qu'elle a certains attributs. Je crois qu'il ne faut absolument pas rentrer dans cette logique et de considérer que Daesh est un État. Donc, l'utilisation de ce terme, déjà, pour moi, pose problème. Et justement, c'est l'objectif de l'État islamique. Mais pourtant, c'est ce qui se passe. Nous avons toujours les mêmes réflexes qui apparaissent. Nous partons en guerre, nous nous armons. Est-ce qu'on peut dire que justement, ces réflexes nous ont apporté le terrorisme ? C'est très complexe. Il y a une foule de facteurs qui interagissent, mais la chose la plus singulière, effectivement, c'est que les Européens, notamment les Français et les Allemands, sont en train, ou s'apprêtent en tout cas, à commettre la même erreur que les Américains, vous l'avez dit, madame, que les Américains ont déjà commise en Irak, mais visiblement, on ne tire pas les leçons du passé, on se lance aveuglément dans le piège que nous tend Daesh. Encore un autre attentat comme ceux de Paris, n'importe où en Europe, et les gouvernements européens vont convenir que, effectivement, il faut envoyer des troupes au sol en Syrie. C'est ce que je crains le plus et on se trouvera dans une guerre qu'on ne pourra pas gagner. Mais en même temps, on ne peut rien faire sans troupes au sol, dit-on, dans cette guerre. Les frappes aériennes sont toujours moins efficaces que les opérations au sol. C'est vrai, c'est exact. Et c'est pour cela que je m'étonne, moi, des réflexes très rudimentaires, très rustiques de la politique européenne. Les troupes au sol n'ont jamais réussi à défaire une organisation terroriste ou une organisation de guérilleros. Aucun exemple historique avéré n'existe. Et même si on envoie la troupe, il faudrait poser la question de savoir quel est le but de guerre et qui va prendre le pouvoir une fois que la guerre sera terminée. Ça ne peut pas réussir, mais actuellement les choix sont faits. On va dans la mauvaise direction sans qu'il y ait un véritable but, une véritable doctrine. Et c'est ce qui m'inquiète vraiment profondément. Par exemple, la ministre de la Défense allemande, Madame von der Leyen, est en train de dire il faut vaincre l'État islamique par des moyens militaires et reconstruire la Syrie. Comment veut-elle s'y prendre? Comment est-ce qu'une ministre qui devrait avoir des conseillers qui lui expliquent les choses peut se livrer à des déclarations aussi naïves alors même que les Américains ont tiré la leçon de leurs erreurs. Ils ne vont pas, les Américains, envoyer des troupes au sol alors que nous sommes engagés dans cet engrenage et nous nous refusons de prendre connaissance de la complexité des choses. Il y a eu des actes terroristes, maintenant on est dans la vengeance, on veut agir tout de suite, c'est l'attente de la population, mais en fait il faudrait prendre le temps de la réflexion. Et pourtant la France a des attentes très claires envers ses alliés en Europe. Notamment, c'est pour cela que l'Allemagne a annoncé d'envoyer des tornados, que nous allons également mettre à disposition une frégate. 1200 soldats vont être déployés en Irak et en Syrie. Et on a
le sentiment que cela ne serait peut-être pas suffisant, même pour la France. Quel soutien peut-elle attendre la France de ses alliés occidentaux? Alors, c'est vrai qu'il faut voir, c'est que la France se sent assez seule dans cette opération, si je puis dire, puisqu'elle est engagée dans cette coalition internationale qui a été lancée contre Daesh déjà depuis un peu plus d'1 an. Après les attentats de Paris, elle souhaite provoquer un mouvement de solidarité de la part des pays européens pour ne pas être seule. Mais je crois que c'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, on sait bien que cette coalition qui est mise en place pour lutter contre Daesh est composée essentiellement par les Américains. Ce sont eux qui font le plus grand nombre de frappes aujourd'hui contre l'organisation en Irak et en Syrie, que la France fait très peu de frappes, mais qu'elle souhaite effectivement élargir cette coalition. Mais je crois qu'il faut revenir à un point du départ qui est pour moi très important. C'est qu'on sait très bien que cette organisation, État islamique, s'installe dans des zones qui sont vides, dans lesquelles il n'y a plus de pouvoir. Ce sont des zones qui ont été abandonnées par les pouvoirs centrales, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Donc on voit bien que la question de cette organisation est avant tout aussi une question politique et qu'il faut régler d'un point de vue politique et pas simplement militaire. Revenons justement à ce que vous venez de dire. Maintenant, c'est l'Europe qui est la cible du terrorisme. C'est nous qui menons maintenant la guerre contre le terrorisme. Jusqu'à présent, c'était les États-Unis qui le faisaient. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une nouvelle étape et que c'est maintenant le tour de l'Europe ? C'est une nouvelle étape et en même temps, ce ne sont pas les Européens qui mèneront la guerre, qui mèneront les frappes aériennes contre cette organisation. Ce sont les Américains qui mènent entre 70 et 80% de ces frappes. Parce que beaucoup de ces frappes, quand même, concernent aujourd'hui l'État islamique en Irak, beaucoup moins en Syrie. Parce qu'il y a une chose qu'il faut peut-être rappeler pour nos téléspectateurs, c'est que la coalition intervient en Irak à la demande du gouvernement irakien. En revanche, la coalition, normalement, ne peut pas intervenir en Syrie parce que le gouvernement de Bachar el-Assad ne lui a pas demandé d'intervenir. En revanche, les Russes, eux, interviennent en Russie parce qu'ils le font à la demande du gouvernement de Bachar el-Assad. Donc ça pose une question essentielle. Comment pouvons-nous intervenir, nous, en Syrie, alors qu'il n'y a pas de demande de ce gouvernement syrien ? Et donc, on n'a pas de légalité internationale à pouvoir intervenir. Ce qui pose immédiatement la question politique que j'abordais, comment pouvoir intervenir en Syrie, si ce n'est à la demande éventuelle du gouvernement de Bachar el-Assad, qui pour l'instant ne nous le demande pas, mais qui aimerait nous le demander si on acceptait de le reconnaître. Donc, on voit bien que la situation est beaucoup plus complexe que simplement se dire on va bombarder. Ouais. Est-ce que ce n'est pas justement une partie du problème que vous venez d'évoquer? Les objectifs des États-Unis, de la Turquie, de la Russie sont divergents. Et est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Daesh a pu devenir aussi puissant? Parce que justement, chacun poursuit ses propres intérêts dans la région? C'est tout à fait ça. C'est certainement l'une des explications parce que la déliquescence de l'État syrien, elle est très avancée. L'État islamique, donc Daesh, est né sur les ruines de l'État irakien après la chute de Saddam Hussein en 2003, après une intervention de la part d'une coalition américano-britannique. Donc ce sont nos alliés occidentaux qui ont causé la gabegie qu'on connaît dans ce pays. Et en Syrie, après le printemps arabe, on a d'abord assisté à l'émergence d'une guerre civile qui est après devenue une guerre par procuration où deux fronts s'affrontent, pour faire simple. D'une part, les États occidentaux, la Turquie et les États du Golfe qui veulent faire tomber le pouvoir de Bachar el-Assad, et d'autre part, l'Iran et la Russie qui veulent précisément empêcher que le pouvoir syrien tombe. Mais comme l'État islamique est devenu très fort et que tous les acteurs ont compris qu'il faut faire quelque chose, il existe maintenant des points d'entente, des points de rapprochement qui, il y a quelques semaines encore, n'existaient tout simplement pas. Par exemple, le fait que la Russie et les États-Unis se parlent sur la façon d'organiser les frappes contre l'État islamique. Ou que la France et la Russie se parlent de façon renforcée. Il y a encore quelques semaines, la France refusait de vendre des navires de guerre à la Russie et tout d'un coup, Poutine est un allié. Que faut-il en penser? Oui, ce qui est frappant, c'est de voir qu'effectivement, alors que le Vladimir Poutine lui-même avait annoncé à l'ONU lors de l'Assemblée générale en septembre la proposition de mettre en place une coalition internationale, ça avait été rejeté d'un revers de main par les Français. Et aujourd'hui, c'est le même président français qui demande cette coalition unique. Vous avez quand même remarqué qu'il y a eu un glissement sémantique ces derniers jours. On ne parle plus de coalition, on parle de coordination, parce qu'effectivement, les objectifs ne sont pas les mêmes. Si on parle de coalition, ça voudrait donc dire qu'avec les Russes et la coalition, dont les Français, on se met d'accord sur les cibles à atteindre.
Or, on s'aperçoit depuis l'intervention russe en Syrie, les Russes visent pas du tout Daesh, mais ils visent essentiellement les groupes d'opposants à Bachar el-Assad, parce que l'objectif des Russes, c'est de renforcer le régime de Bachar el-Assad. Alors que pour les Français, il ne s'agit pas d'aller contre, de viser des groupes opposants à Bachar el-Assad, parce que nous-mêmes, nous voulons le départ de Bachar el-Assad. En revanche, nous luttons contre Daesh. Donc, on voit bien que cette coalition ne peut pas s'entendre sur des cibles et donc ne peut pas avoir de réalité militaire. En revanche, qu'il y ait une coordination dans le ciel pour éviter des affrontements et pour éviter que l'incident qui s'est produit récemment entre les Russes et les Turcs se reproduise, évidemment qu'il y a une coordination. Mais on voit bien que cette idée de coalition, pour moi, c'est plus de l'ordre de la communication pour montrer qu'on veut faire quelque chose, mais que ça ne correspond pas à une capacité réelle de faire quelque chose. Et finalement, Michael Lüders, est-ce que Assad n'est pas le seul gagnant de toute cette affaire, de ce chaos ? En tout état de cause, il n'est plus question de faire tomber à tout prix Bachar et son pouvoir. Même le gouvernement français, même l'État français maintenant parle de la nécessité de recourir aux troupes syriennes régulières pour combattre Daesh. Quand on prend un peu de recul, force est de constater que actuellement c'est très confus, c'est très opaque comme situation et pour cela, il est particulièrement difficile de dire on va intervenir de façon militaire pour régler les problèmes. Ça ne marchera pas parce que l'État islamique a des alliés maintenant dans la région, par exemple la Turquie, qui n'a aucun intérêt à voir vaincu Daesh parce que du point de vue turc, Daesh, c'est une espèce de bélier contre les Kurdes du nord-est qui sont des alliés objectifs du PKK, c'est-à-dire les Kurdes turcs. Donc avec l'aide de Daesh, on va affaiblir les Kurdes. Il semblerait, d'après certaines informations, que la Turquie achète du pétrole à Daesh, livre des armes à Daesh, c'est-à-dire qu'il y a une véritable coopération. Et tout ça, on le sait à Paris, à Berlin, à l'OTAN, à Bruxelles, mais personne ne le dit parce que la Turquie, on en a besoin pour reprendre les réfugiés ou en tout cas pour garder une partie des réfugiés sur territoire turc. En d'autres termes, c'est vraiment le plus grand désordre et nous avons dans ce désordre des décideurs politiques qui sont totalement égarés, qui n'ont pas de projet mais qui disent il faut intervenir alors qu'il faudrait au fond réfléchir, grouper les forces et se poser la question stratégique du but qu'on veut vraiment atteindre. Et surtout, si on considère cette situation, on constate qu'il n'y a pas de solution militaire rapide dans ce conflit. Quelles sont les priorités que nous devons véritablement engager, des processus à long terme que nous devons engager chez nous, en Europe? Ne serait-ce qu'en France, il y a 600 millions d'euros qui sont dégagés pour les mesures de sécurité. Où faudrait-il finalement investir cet argent ? Alors, il y a tout un travail à faire, je crois, aujourd'hui sur la société française, sur une partie de cette société française ou une partie de ces jeunes qui sont attirés par le fait de rejoindre l'organisation État islamique en Syrie. Et là, ça rejoint la question qui est qu'effectivement, s'il n'y a pas de règlement politique de la question syrienne, il n'y a pas de raison que des jeunes n'aient pas envie de continuer à rejoindre cette organisation qui avait mis quand même en haut de ses priorités la lutte contre le régime de Bachar el-Assad. Donc, je crois qu'il faudrait essayer déjà de tarir cette source en montrant que les Occidentaux s'attaquent à cette question qui est la question du devenir politique de la Syrie. Ça enlèverait en tous les cas un des arguments mis en avant par cette organisation pour attirer des jeunes, pour leur dire il faut venir lutter pour faire partir ce régime. Donc ça, c'est un point important. Après, il y a évidemment toute la question, en France en particulier, de savoir comment on gère, qu'est-ce qu'on propose à l'égard de certains de ces jeunes. Rappelons quand même qu'ils sont évidemment très minoritaires, mais quelles sont les actions que l'on mène. On sait très bien, par exemple, que dans un certain nombre de quartiers en France, qu'on appelle les quartiers défavorisés, ça fait des années que toutes les associations qui étaient là, qui travaillaient dans ces quartiers, ont été obligées de partir parce qu'elles n'avaient plus de financement, plus de moyens de travailler avec ce qu'on appelait ces intermédiaires sociaux qui étaient ces jeunes, qui permettaient justement de garder le lien, le contact avec ces jeunes et permettre justement de pouvoir appréhender ceux qui étaient en voie de radicalisation, puisqu'on s'aperçoit que la radicalisation souvent a précédé l'islamisation. Ce sont deux phénomènes finalement différents. Et très souvent, malheureusement, l'État islamique finalement fait du travail social mieux que les organisations ne devraient le faire. Michael Lüders, quel est votre point de vue? Où devons-nous agir? Quelles sont les mesures nécessaires ici en Europe si nous voulons vraiment tirer les enseignements de cette erreur? Je crois qu'il faut bien voir deux
choses distinctes, la dimension politique étrangère et politique intérieure. Au niveau politique étrangère, l'Europe doit s'habituer à l'idée que le monde n'est plus américano-centrique. Il faut faire son deuil de l'idée qu'à coup d'intervention militaire, on peut faire accéder au pouvoir des régimes qui, finalement, ne font rien pour leur population. Ce mélange entre intervention militaire occidentale et dirigeants arabes corrompus qui ne font rien pour leur population, c'est le terreau sur lequel a pu prospérer une organisation comme Daesh. Parce que ces organisations sont le réceptacle de tous les mécontents. Un autre aspect politique intérieur très important, il faut se poser la question de savoir comment faire face à l'islam et aux musulmans en Europe. On ne saurait tolérer qu'en Allemagne, les salafistes sont les seuls à dire aux Allemands, aux musulmans allemands, c'est excellent, tu es musulman et allemand, alors que la plupart des Allemands ont l'impression qu'entre être allemand et être musulman, il y a comme une incompatibilité. Et en France, il faudra se poser la question de l'avenir des banlieues, des cités, des quartiers. Comment gérer son propre passé colonial qui n'a jamais fait l'objet d'une véritable relecture? Que faire de cette troisième génération d'immigrés qui n'a pas d'avenir? N'oublions pas que les terroristes parisiens, ce sont des Parisiens, ce sont des Bruxellois. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur l'état du monde après le 13 novembre. Nous allons voir notre prochain documentaire. Peu après Paris, c'est le Mali qui a été une nouvelle fois la cible du terrorisme islamique. La prise d'otages dans un hôtel de Bamako par un groupe armé a montré avec brutalité au monde entier que le conflit malien est loin d'être terminé. Ce sera juste après la bande-annonce.